Bonjour à toutes et à tous. Alors pour suivre ce cours, vous n'avez besoin que de cette séance 4 que vous avez sous les yeux et de votre livre également pour faire votre écrit d'appropriation. L'objectif est le suivant, c'est de se poser la question de l'appartenance d'incendie à la tragédie antique, particulièrement la tragédie grecque. Pour ce faire, vous allez avoir du coup un cours d'histoire littéraire dans lequel je vais vous présenter ce que c'est que le théâtre grec, duquel nous héritons. Et ensuite, je vous expliquerai ce que c'est que la tragédie antique. Et enfin, nous explorerons une tragédie antique précise, celle de Diproie. À chacun des axes de ce cours, vous verrez que vous devrez être à même de réfléchir et de faire du lien avec incendie, puisque l'objectif est le suivant, c'est de confronter la pièce d'incendie à la tragédie antique grecque en vous posant la question, alors incendie, est-ce que c'est une tragédie antique ou est-ce qu'au contraire, incendie s'en éloigne. Un petit rappel d'usage tout de même, avant qu'on démarre. Dans les précédentes séances, nous avons travaillé sur le registre tragique, qui n'est pas la même chose que le genre, enfin plutôt que le sous-genre de la tragédie. Je vais m'expliquer et je vais faire un rappel. Un genre littéraire, c'est une façon de classer des œuvres littéraires. C'est donc une forme de catégorie. Donc, on trouve 3 grandes catégories, roman, poésie, théâtre, en littérature. Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais je ne peux pas vous les spécifier. Ensuite, dans ces catégories, dans ces grands genres, on trouve des sous-genres. Et au théâtre particulièrement, vous y avez déjà travaillé. On a le vaudeville, la comédie, vous en avez travaillé en 5e avec les Fourberies de Scapin par exemple. Mais on a aussi, dans un genre beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave, la tragédie et le drame. La tragédie, c'est un genre enfin sous-genre du théâtre qui fonctionne très bien au XVIIe siècle, avec notamment la tragédie classique. Si l'œuvre n'est pas sortie des programmes de français, par exemple, vous avez Phèdre de Jean Racine. Et au XVIIe siècle, il y a aussi des tragédies qui sont des tragédies dites baroques. C'était le cas par exemple de Médée de Corneille que vous avez découvert cette année. Et puis évidemment, au XIXe siècle, on voit l'émergence d'une autre forme de pièce de théâtre qui est le drame. Ça plutôt au début du XIXe siècle avec Victor Hugo par exemple et Dumas. Et puis à la fin du siècle, du XIXe siècle, avec Musset qui est le grand maître du drame romantique. Nous allons nous concentrer évidemment sur la tragédie, non pas du XVIIe siècle, mais du début de la tragédie, c'est-à-dire la tragédie antique. Donc ce que je vais vous demander évidemment, c'est de comparer Incendie à la tragédie, particulièrement à la tragédie grecque antique, qui, je vous le rappelle, est inspirée des auteurs classiques, ou plutôt les auteurs classiques et baroques s'inspirent de la tragédie antique, qui a cours au IVe siècle. Alors, un petit cours rapide sur le théâtre antique à la grecque. Je pense que vous avez dû voir ça en 6e. Je ne sais pas si c'est encore en programme en seconde. Je ne sais pas si je fais une redite ou pas. Donc, le théâtre grec n'a pas lieu au XVIIe siècle, comme le grand siècle du théâtre en France au XVIIe siècle. Le théâtre grec, son essor a lieu au IVe siècle avant Jésus-Christ, exactement au même moment où la démocratie athénienne bat son plein. C'est pas anodin, c'était simplement que le théâtre est un très fort vecteur de la citoyenneté athénienne. D'ailleurs, vous verrez que je vous dirai que le théâtre a une fonction citoyenne dans l'Antiquité. Mais avant d'avoir une fonction citoyenne, le théâtre a une fonction avant tout religieuse, parce qu'elle est jouée en l'honneur, enfin les pièces sont jouées en l'honneur du dieu Dionysos, le dieu de la fête et du vin. D'ailleurs, les fêtes qui se font en l'honneur de Dionysos
ont lieu en septembre, exactement au même moment que les vendanges. Et or, le Dionysos est dit comme étant le dieu du vin. Autre élément, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le théâtre a une fonction citoyenne et politique parce que tous les citoyens vont au théâtre pendant cette période-là. C'est une courte période de quelques jours qui est chômée. Tous les citoyens, ça veut dire qu'on ne comprend pas, évidemment, ceux qu'on ne considère pas comme étant des citoyens, c'est-à-dire les esclaves. Cette double fonction, à la fois religieuse et politique, s'observe dans l'espace du théâtre. Alors pour être plus précis, je vais vous faire faire des repérages. Vous avez vu que j'ai utilisé du jaune pour la fonction religieuse et du vert pour la fonction citoyenne et politique. Donc juste pour que vous compreniez, hein, déjà on voit assez facilement que la jauge, c'est-à-dire la capacité du public est assez étendue, hein. C'est une très grande jauge que l'on observe dans les théâtres grecs. Là par exemple vous avez le théâtre d'Épidore, que vous pouvez aller visiter évidemment. Et donc vous remarquez que c'est la forme du théâtre forme un demi-cercle, que le théâtre est creusé et que du coup la scène est en contrebas. Ce qui nous fait dire qu'en fait il y avait un réel souci d'acoustique pour un très très grand nombre de personnes. Donc cette très grande jauge avec cet effort architectural pour améliorer l'acoustique souligne que ce théâtre, c'est un théâtre pour le plus grand nombre. Et donc pour un maximum de citoyens. Ça, c'est pour la fonction citoyenne, c'est-à-dire qu'on sait qu'on veut qu'un maximum de personnes se rendent au théâtre. Je vais développer un peu plus, c'est-à-dire que quand on présente une pièce de théâtre, c'est certes pour faire plaisir, mais c'est aussi pour rassembler la communauté citoyenne autour d'un événement et la faire réfléchir de concert, évidemment en rapport avec les dieux, mais aussi c'est une façon de réfléchir aux décisions politiques et aux choix éthiques qu'il y a lieu, que l'on voit sur scène et que l'on décide finalement dans la cité. Un autre élément qui montre qu'on est dans une réflexion dite citoyenne, c'est que dans ce théâtre, on observe un chœur. Or, le chœur, c'est pas. Alors, au départ, c'est un chœur chanté, puis après, c'est un chœur parlé. C'est un groupe de personnages qui représente, enfin, même pas vraiment un personnage identifié, hein, c'est un groupe d'acteurs qui chantent au départ, qui ne chantent plus ensuite, et qui est là pour représenter la cité, la voix de la raison. Donc, vous voyez que dans les deux images que je vous ai proposées, la photo comme la représentation schématique, on observe ce choix de la part du théâtre grec d'être politique. Et puis je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Ce que je surligne en vert doit être écrit en vert. D'accord. Ensuite, autre remarque sur l'aspect religieux. Alors, l'aspect religieux ne se voit pas ici, d'accord, mais l'aspect religieux va se voir ici, parce qu'en fait, au milieu même je vais l'entourer en rouge pour que ça se voit bien, au milieu même de la scène, enfin plutôt de l'orchestre, parce que vous avez deux espaces, eh bien, vous pouvez voir un autel. Et c'est là où on faisait le sacrifice en l'honneur des dieux. Donc ça nous renvoie directement à une présence des dieux au centre de l'attention. Ce qui nous renvoie bien à la fonction religieuse de ce théâtre. Donc les dieux au centre des regards. Voilà. Et c'est un rappel très régulier pour le spectateur des raisons pour lesquelles ils sont là. Ils sont là pour fêter Dionysos, évidemment.
Vous voyez que, un petit ajout, hein, vous voyez qu'il y a 2 espaces scéniques. Vous avez ce qu'on appelle la scène ici, et puis l'orchestre. Là, d'accord. Les acteurs jouent sur la scène et le chœur reste au niveau de l'orchestre. Voilà pour les explications au niveau du théâtre grec. Alors pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de lien avec l'incendie de Wajdi Mouawad, sauf peut-être, exception, l'éventuelle fonction politique citoyenne de l'œuvre, puisque Wajdi Mouawad questionne la guerre et la notion de conflit entre ethnies dans l'incendie. Passons maintenant à notre grand 2. Et là, vous allez pouvoir vraiment faire du lien, vous allez voir. Je voudrais vous faire découvrir, oh pardon, ça c'est le grand 3, ce que c'est qu'une tragédie antique et que vous voyez à quoi elle s'apparente. Avant d'entrer dans le détail de ce que c'est que la tragédie antique, quelques petites choses de base. On note 2 grands auteurs du IVe siècle avant Jésus-Christ, Échille et Sophocle. Les tragédies, comme les comédies grecques, au départ, n'étaient pas écrites. Donc en fait, on a perdu énormément de tragédies qui ont été jouées à l'époque. La seule chose qui a pu conserver les quelques tragédies d'Échille et de Sophocle, ce sont des concours qui ont été initiés au moment des fêtes de Dionysos. Et en fait, les tragédies qui ont été reconnues et élues lors de ces concours ont été écrites pour constituer un répertoire, et du coup on les rejouait assez régulièrement tous les ans du coup, hein, au moment des fêtes en l'honneur de Dionysos. Donc le peu de nombre de tragédies ou de comédies que nous avons écrites ce n'est pas représentatif de la production réelle qu'il y avait vraiment à l'époque. On écrivait beaucoup plus de pièces de théâtre que ça. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on a récupéré environ 7 tragédies de Sophocle. Or, on peut penser que Sophocle a au moins écrit 50, au moins au bas mot 50 tragédies, pour vous donner un ordre d'idée. La tragédie antique, au-delà d'avoir été écrite par des grands auteurs, et pensée par des grands auteurs avant d'être écrite, a été formalisée par un homme qu'on appelle Aristote. C'est un philosophe et il écrit ces contraintes techniques de la tragédie dans la poétique qui a été écrite en 335 avant Jésus-Christ environ. Du coup, nos auteurs du XVIIe siècle, par exemple Corneille ou Racine, vont s'inspirer de cet auteur qui va être réimporté au XVIe siècle, souvenez-vous, au moment de la Renaissance, où les manuscrits grecs vont venir en Europe tout simplement. C'est pour ça qu'au XVIIe siècle, il y a un retour à ce qu'on appelle la tragédie antique, avec un excès de formalisme encore plus fort. Alors, finalement, à quoi ressemble la tragédie ? On observe le sous-genre de la tragédie avec des caractéristiques fondamentales qui pourraient être le thème, les formes particulières de la tragédie et les fonctions de cette tragédie. J'ai fait une erreur ici, il faudrait enlever, s'il vous plaît, enlever classique et mettre antique. Donc la tragédie, et particulièrement la tragédie antique, a pour thème. Alors les thèmes principaux sont les passions, par exemple le pouvoir, par exemple l'amour, par exemple l'honneur, voilà. Les conflits. Souvent, on voit apparaître dans une tragédie la notion de dilemme. Un dilemme, c'est un combat intérieur qui présente aucun avantage, qu'on fasse un choix ou qu'on fasse un autre choix, et qui présente aussi des conséquences négatives, qu'on fasse un choix ou l'autre. Et généralement, s'affrontent dans un dilemme la notion d'individu et la notion de communauté. Par exemple,
On peut avoir envie de défendre son honneur, c'est-à-dire sa communauté, qui on est, de qui on dépend, sa famille, euh, son rang. Et puis on peut aussi avoir envie de suivre ses propres instincts, ses propres amours. Et souvent dans une tragédie, on peut voir s'affronter la notion d'honneur qui est purement communautaire et puis la notion de passion qui est purement individuelle. Ça fait germer dans les personnages la notion de dilemme. Autre élément, dans une tragédie, particulièrement une tragédie antique, les dieux jouent un très grand rôle. D'accord ? Ils scellent ce qu'on appelle le destin. Et c'est pour ça que je vous ai mis les deux notions juste à côté. Face à ce destin imposé par les dieux, les conflits intérieurs de l'homme naissent. Et donc du coup, ça fait naître chez le personnage principal l'héroïsme. Enfin, le thème de la mort est omniprésent. Elle est souvent annoncée, ça dès le départ, comme c'est le cas dans notre pièce. Elle est plus qu'annoncée, elle est carrément réalisée. Et ça, c'est pas tout à fait normal dans une tragédie, puisque normalement, la mort arrive à la fin de la pièce. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques formelles, une tragédie suit souvent ce schéma-là. Je vous en ai déjà parlé. Une scène d'exposition, avec ensuite un dilemme, une intrigue, c'est-à-dire une série d'actions, un dénouement qui aboutissent à la mort et à la révélation d'un ou de plusieurs personnages. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis rêve, je l'enlève. Autre élément, la tragédie est versifiée. C'est-à-dire qu'on écrit en vers et non pas en prose. Alors vous posez la question, est-ce que Wajdi Mawad écrit en vers ? Le langage est soutenu, bien souvent, et on observe la règle des 3 unités. Alors ça, c'est une règle qui est plutôt vraie pour la tragédie classique, un tout petit peu moins pour la tragédie antique, donc vous pourriez la mettre entre parenthèses. Autre élément important, la bienséance. En quoi consiste la bienséance ? Il s'agit de ne pas montrer des scènes qui pourraient heurter le public. Une scène de viol, une scène de meurtre, etc. Donc posez-vous la question à nouveau, est-ce qu'il y a de la bienséance aussi chez Wajdi Mawad ? Souvent, quand on ne veut pas montrer une scène mais qu'on veut quand même l'évoquer, on fait venir un personnage sur scène qui raconte ce qui s'est passé. Donc en fait, on a un intermédiaire qui permet d'effacer cet excès d'horreur pour permettre la bienséance. Dernier élément, la mimésis. Alors c'est un terme purement grec, comme le terme qui va arriver juste après. La mimésis, c'est la capacité à se mettre en rapport avec la réalité. Donc il faut qu'on ait la sensation d'un réel au théâtre pour y croire en fait, pour pouvoir se mettre à la place des personnages et pour pouvoir entrer dans l'action. Dans mimésis, vous entendez mime, donc ça veut dire faire comme, d'accord ? Troisième élément, les fonctions de la tragédie. La première des fonctions de la tragédie, c'est la catharsis, c'est-à-dire que en observant un spectacle, je vis ce que vivent les personnages et ça me permet, en tant que spectateur, de purger tous mes désirs de passion éventuellement, pour ne pas avoir à faire comme les personnages de la pièce. Donc c'est une manière de garantir un peu l'équilibre de la société. Il y a donc une fonction morale qui est en lien évidemment avec la fonction citoyenne, puisque ça permet à chacun de régler un petit peu ses passions intérieures pour mieux pouvoir vivre en communauté. Évidemment, une tragédie comme une comédie est censée faire naître le plaisir du spectateur et notamment l'expérience de l'émotion. Souvent, les émotions sont extrêmes dans une tragédie. On attend d'être secoué, qu'il y ait de la peur, de l'effroi, de la pitié. Et là, vous reconnaissez évidemment les registres qu'on a travaillés. Donc avec ce que je viens de dire, là, commencez à réfléchir. Quel lien pouvez-vous effectuer avec incendie ? Est-ce qu'on retrouve des données
d'incendie? Si oui, lesquels? Et puis, est-ce qu'on retrouve par contre un détachement par rapport à un incendie? Est-ce que incendie se permet des libertés par rapport à ce que c'est que la tragédie antique éventuellement? Dernière chose que je voudrais vous faire, c'est de vous faire connaître une pièce tragique antique grecque qui est Oedipe Roi. Beaucoup de critiques de la pièce Incendie ont vu dans la pièce de théâtre Incendie un lien avec Oedipe Roi. Alors, Wajdi Mawad dit lui-même qu'il s'en inspire, mais c'est pas pour autant que c'est un pur copier-coller, d'accord? Donc ça va être à vous d'être nuancé sur ce point. Donc dans une tragédie antique qui est Oedipe Roi de Sophocle, écrite en 429 avant Jésus-Christ, donc une des rares tragédies dont on a gardé la trace parce que sans doute elle a été élue comme une bonne tragédie et qu'on du coup on l'a mis sous écrit. Eh bien voici l'intrigue que je vous ai tapée. La ville de Thèbes est ravagée par la peste. Pour y mettre un terme, les oracles persuadent Oedipe de découvrir et punir l'assassin de Laïos, l'ancien roi dont Oedipe a épousé la veuve. Donc au départ, dans la pièce, Oedipe débarque à Thèbes, Jocaste, la veuve du roi disparu, tombe amoureuse d'Oedipe et ils se marient, puisque le roi a disparu. Il lui est arrivé a priori un accident de charrette et il aurait été tué. Ces mêmes oracles, donc les oracles ce sont des gens qui prédisent l'avenir, hein, ces mêmes oracles avaient déjà prédit à Laïos et Oedipe 2 destins funestes, c'est-à-dire 2 destins qui les mèneraient à leur mort. À Laïos, on lui avait dit qu'il serait tué par son fils. Et à Oedipe, on avait dit qu'il assassinerait son père et épouserait sa mère. Pour conjurer son destin, Laïos, qu'a-t-il fait? Il a abandonné son fils à la mort. Donc il l'a laissé comme ça, sur le chemin. Et les déclarations de Créon, beau-frère d'Oedipe, et celles d'un certain devin qui s'appelle Tirésias, éveillent des soupçons sur le nouveau roi qu'est Oedipe. Que va-t-il se passer? Oedipe, par le biais de Tirésias, va apprendre qu'il est à la fois le fils de Laïos et son assassin, parce qu'effectivement, avant d'arriver à Thèbes, Oedipe a rencontré une charrette et a tué un homme, son père, ce qui prouve que les dieux ne s'étaient pas trompés. Donc, fatalement, ça veut dire que Oedipe, ayant tué son père, qui est donc le mari de Jocaste, s'est aussi marié avec sa mère. Devant la cruauté de son propre destin, Oedipe décide de se crever les yeux et donne naissance au plus célèbre complexe psychanalytique, c'est-à-dire au complexe d'Oedipe. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le complexe d'Oedipe? Chez Freud, qui est donc un auteur du XXe siècle, un psychanalyste, c'est qu'en fait, on dit que tous les petits garçons n'ont qu'un seul rêve, c'est de se marier avec leur mère jusqu'à leur adolescence. Et s'ils font bien leur adolescence, après, ils n'ont plus du tout envie de se marier avec leur mère. Donc à vous de voir si vous avez rompu ce complexe, d'accord? Mesdames, mesdemoiselles, le complexe d'Oedipe existe aussi dans sa version féminine. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Électre, quand on rêve que son papa, un jour, vous épousera. Voilà. Donc, et ça, c'est assez vrai. Il est important de bien faire une séparation entre père-fille et mère-garçon. Au-delà de ça, c'est aussi donc, à la suite de l'histoire d'Oedipe qui évoque en fait la malédiction des Atrides. Il y a un autre personnage qui surgit, c'est Antigone, puisque la fille d'Oedipe, qui va le suivre en fait tout au long de son parcours. Ce périple
va aboutir ensuite à la lutte d'Antigone dans la pièce, puisqu'elle va se battre pour que Antigone, pour que soit enterré de manière correcte son père. Cette pièce a été ensuite réécrite par Anouilh au XXIe siècle. Alors, à vous de jouer maintenant, en fonction du résumé qui vient d'être fait. Est-ce qu'on peut trouver des liens avec Incendie? Si oui, lesquels? Et est-ce qu'on peut trouver aussi des différences? Si oui, lesquelles? Cela nous mène donc à l'écrit d'appropriation. Vous avez vu que je n'ai pas surligné, donc c'est pour vous permettre de réfléchir. Ça nous mène donc à l'écrit d'appropriation. Incendie, est-ce que cette pièce est à l'image d'une tragédie antique ou non? Donc je vais vous demander sur votre carnet de lecteur de vous prendre une nouvelle page. Vous mettrez écrit d'appropriation. Alors je pense que c'est le numéro 3. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et à la manière que j'ai formulée là en dessous, j'aimerais que vous trouviez une raison qui fait qu'Incendie se nourrit de la tragédie grecque et une raison qui fait qu'elle s'en écarte tout de même. Donc vous formulez ça sous la forme de 2 phrases assez simples. Vous pouvez même développer un tout petit peu plus avec une deuxième phrase. Si Incendie peut être associé à la tragédie antique, c'est parce que, et là vous faites votre explication. Et puis deuxième phrase, si Incendie s'écarte par ailleurs de la tragédie antique, c'est parce que, et là vous faites votre explication. Deuxième temps d'écrit d'appropriation, j'aimerais que vous fassiez un partage. Donc je vous demande d'aller sur le Padlet de la classe. Là c'est le Padlet des secondes 8, puisque c'est eux qui ont un cours d'avance, puisque eux ont cours en fin de semaine le jeudi et non pas le vendredi. Et donc très succinctement, j'aimerais qu'en suivant le modèle que j'ai mis sur le Padlet, vous répondiez à la question qu'il y a ici. Vous allez voir, c'est assez facile de le faire, en évitant de faire de trop longues phrases et en mettant juste des phrases courtes pour que ce soit très vite lisible par vos camarades. Voilà pour l'écrit d'appropriation. J'espère que vous passerez de bonnes vacances. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée.